Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce dernier Buzz TV de la semaine, diffusé sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Radio et bien sûr Figaro Live. Bonjour Sarah. Bonjour Nicolas. On accueille aujourd'hui sur ce plateau l'un des animateurs les plus populaire de sa génération, comme on a coutume de le dire. Si je vous dis Le Juste Prix, Le Millionnaire, Jeopardy ou encore Lancer de micro, vous avez maintenant assez d'indices pour découvrir celui qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Philippe Risoli. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Bienvenue au Buzz. Avant tout, je veux être le premier, je sais que ça ne se fait pas, à vous souhaiter votre anniversaire, parce que c'est demain. C'est gentil. Votre anniversaire. Mais on sera en week-end demain, donc je le fais. 70 ans. Quand même, félicitations. Oui, vous m'auriez demandé, j'aurais dit 10 de moins, voilà, j'avoue, hein. Voilà. Très sérieusement. Et je vous en aurais avoué encore 10 de moins. Vous voyez. Et avant qu'on parle de télé, évidemment, de votre livre, je voulais juste vous poser une question, mais très simple. À l'aube, demain, de cette nouvelle décennie qui s'annonce, celle des 70 ans, comment vous vous sentez, Philippe? Est-ce que vous êtes heureux, un peu fatigué, serein, empli de sagesse? Quel est votre état d'esprit général? Alors physiquement, je pense que je suis vraiment en pleine forme. Ça va, ouais. Hein, ça, vous voyez, je suis plutôt dynamique. Je suis venu en vélo, donc ça se voit. Vous avez même changé de chemise, tout va bien. Changé de chemise, ça. Bon, donc de ce côté-là, tout va bien. Je touche du bois quand même. Tout va bien. Intellectuellement, je pense que j'ai, au moment où je vous parle, à peu près toutes mes facultés. Et oui, je me suis sûrement assagi parce que l'âge venant, on est moins troublion, si j'ose dire. Mais non, j'ai vraiment pas. Vous avez raison, je vais changer de dizaine, mais c'est vraiment simplement mathématique. Disons que je ne le ressens absolument pas. Ça vous fait pas peur de vieillir? Non. Mais c'est toujours pareil. Si un jour vous m'appelez, vous me dites on a envie de te faire une télé, je dis oui, mais alors je peux pas venir en vélo, je peux pas, ou je vois plus clair, ou là peut-être que je vous dirais ici, oui, là c'est un vrai toujours problème. Par rapport à la santé, bien sûr. Mais c'est la seule chose importante finalement. Moi j'ai vu mon père qui est décédé à 93, il était en super forme. Puis le jour où vous êtes attaqué par un truc, vous êtes obsédé par ça, vous n'avez plus du tout envie de répondre à d'autres questions ou à vous poser ces questions-là, quoi. On va poursuivre cet entretien, évidemment, dans quelques instants, parler de ce livre très touchant, Philippe, de télé, de votre carrière. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Et on commence ces Infomédia, une fois n'est pas coutume, avec Cyril Hanouna, qui prépare une nouvelle émission politique. Ouais, je prépare peut-être, dit-il, une hebdo qui arriverait en fin d'année ou début d'année prochaine. Voilà ce qu'il a annoncé hier sur Europe 1 au micro de Pascal Praud. Cette émission, donc, qu'il présenterait lui-même avec une nouvelle bande, pourrait être diffusée le week-end, donc chaque semaine. Et pourquoi pas, imaginons, avec Ségolène Royal, puisqu'il faut le rappeler que l'ancienne candidate à la présidentielle a été recrutée par Cyril Hanouna cette saison pour apparaître dans TPMP. On ne l'a seulement pas encore vu dans l'émission, on l'attend également. On voit la photo, Philippe. On l'a vu, la régie peut nous la remettre d'ailleurs. Voilà. Cyril Hanouna sur votre plateau, justement, c'est chez vous qu'il a fait sa première télé. C'était au Juste Prix, il était dans le public parmi les candidats. Quel souvenir vous en gardez? Je crois qu'ils avaient mis un peu d'ambiance, hein. Oui, c'est pour ça que je l'avais appelé, je l'avais incité à me rejoindre sur le plateau, parce qu'il n'avait pas été sélectionné en tant que candidat. Donc il est venu, on a fait 2-3 petites bêtises ensemble, parce que j'avais envie de mettre du punch à cette émission. Quand vous faites un jeu quotidien, l'important c'est visuellement de vous... Avec les candidats, qui vous portent l'émission. Alors lui, je l'ai trouvé très très bien. Évidemment, au moment où je le reçois, je ne peux pas imaginer une demi-seconde que ça va être l'empereur du PAF, parce que je vous le dis franchement, là, pour la sortie de ce livre, je fais toute une tournée d'interviews. Il n'y a pas une seule fois où on ne me demande pas ce que je pense de Cyril Hanouna. On a l'impression que c'est le seul animateur. J'y réponds avec plaisir, hein, mais ça va de vous en pensez quoi? Est-ce que vous feriez chroniqueur chez lui? Est-ce que vous en pensez quoi, justement? Non, mais on en vous en parle parce qu'il provoque, il dérange, il clive, on l'aime, on le déteste. C'est un espèce de phénomène assez incroyable. Mais non, mais Cyril, c'était... ça a commencé, ça a commencé, ça a commencé là,
sur l'émission. On le voit bien que c'est un phénomène, c'est ce qui a fait sa popularité, ce qui fait, c'est quelqu'un qui a du charisme quand même, hein. Il est très à l'aise sur un plateau, c'est presque du stand-up, ce qui fait, je parle dans l'émission TPMP, parce qu'après quand on est en politique, il a une attitude un petit peu différente évidemment. Donc c'est du stand-up, il a une bande de chroniqueurs, lui il se sert de ses chroniqueurs, comme moi à l'époque je me servais un petit peu de mes gagnants millionnaires, vous voyez, ce sont des... Voilà, on joue avec, il joue au chat et à la souris, c'est une des raisons pour laquelle, je le dis et je le répète, autant il peut m'inviter autant qu'il voudra, Cyril, sur son plateau, je prendrai vraiment plaisir à venir, à m'exprimer sur des sujets qui ne sont pas forcément issus de mon livre, des sujets de société, parce que je suis passionné par ça, mais je ne serai jamais chroniqueur chez lui. Parce que c'est pas dans mon tempérament d'être assis, d'attendre. Si c'est pour le regarder faire son show, moi je suis chez moi, je suis installé, je bois un verre, je suis très bien et je prends vraiment du plaisir. C'est pour être assis, parce que je sais j'ai du mal à répondre à une question au moment où on a envie que je réponde à cette question, à ne pas y répondre quand moi j'ai envie d'intervenir, ne pas être maître du jeu, en fait, de contrôler. Voilà, en fait, ma personnalité fait que j'aime être maître du jeu. On continue ces infos médias, Sarah, avec un énorme bug chez Médiamétrie. C'est produit hier dans la remontée et dans la délivrance, on va dire, des audiences. Oui, alors pour comprendre cette information, il faut rappeler ce qu'est Médiamétrie. C'est un institut de sondage qui mesure les audiences de la télé chaque jour à travers un panel de 5000 personnes représentatifs de la population française et qui dispose à la maison d'un petit boîtier et qui calcule quel programme chaque personne regarde. Alors, tous les chiffres, évidemment, sont très attendus tous les matins par les patrons de chaîne, par les animateurs, les producteurs. Ça tombe à 9h03, sauf hier où on a attendu quasiment toute la journée, même jusqu'à très tard le soir. Et impossible de connaître le score, par exemple, du meilleur pâtissier qui était de retour sur M6. Mais je m'angoissais, personnellement. Ils s'angoissaient tous. Alors, Médiamétrie a indiqué qu'ils avaient rencontré des difficultés dans la remontée des informations des panélistes. Et il a fallu donc attendre jusqu'à ce matin pour découvrir les audiences de mercredi. Et alors, je vais vous dire quand même combien fait le meilleur pâtissier. Le suspense, c'est insoutenable. C'est la dernière saison d'ailleurs de Marie Portolano, il faut le préciser. 2 millions de fidèles, 11% de part de marché. C'est un peu moins que le lancement de la saison précédente. Et le match de foot de l'équipe de France hier a fait 7 millions quasiment. France-Irlande, c'était bien. Vous disiez les audiences. Est-ce qu'à l'époque où vous faisiez tous ces jeux, les audiences, c'était des chiffres incroyables, alors, des accès, des trucs à 7 millions. En fait, c'est pas combien vous dites? C'était combien, ça, 8 7-8 le dimanche, pour la vitrine du Juste Prix, vous dépassiez largement les 10 millions. Oui, les 10, c'est ça. Les 10, 6 chaînes, effectivement. Il y avait 6 chaînes, il y avait moins de concurrence. Et vous guettiez quand même les audiences tous les matins? De toute façon, on les guettait pour moi. Oui, quand on faisait des prime time, quand on faisait des choses comme ça. Vous savez, c'est toujours pareil, vous avez un directeur des programmes, il va venir assister à l'enregistrement. Je ne parle pas de Juste Prix, qui est un jeu quotidien, mais d'une grosse variété, par exemple. Il va vous dire, c'est formidable, j'ai adoré, toi, t'es génial, le concept, j'y ai toujours cru, etc. À 9h03, l'audience n'est pas bonne. L'audience n'est pas bonne, déjà. C'est devenu nul. Voilà, exactement. C'est ça. Exactement. Tout d'un coup, il a changé d'avis. C'est Jacques Dutronc, je retourne ma veste, vous voyez. L'opportuniste. C'est bon, ça. Depuis que l'audimat existe. Mais cela dit, vous parliez des 5000 boîtiers, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait un boîtier. Moi non plus. On les cherche. Ils ne doivent pas le dire normalement. Ça doit rester secret pour pas qu'ils soient influencés. Ils ne sont pas censés le dire, c'est vrai. On termine ces infos médias. Sarah, le chiffre du jour, c'est le 7. Oui, mon chiffre préféré. C'est le 7. Le nombre d'invités de Léa Salamé demain, dans quelle époque? Elle revient sur France 2 pour animer les samedis soirs de la chaîne. Alors pour sa rentrée, la journaliste accueille le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les comédiens Cadmerade et Jacques Weber qui partagent l'affiche au Théâtre Marigny. Il y aura aussi Jonathan Cohen pour sa nouvelle comédie un peu déjantée sur Prime Video, la journaliste Aurélie Cast, Eva Ionesco pour un roman autobiographique et enfin Bruno Ginesti qui est plus connu sous le pseudo de Beijing Clean. Je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, certains le reconnaîtront. L'âge des réseaux sociaux, c'est vous qui devez nous apprendre ça. C'est ça mon drame. Et il totalise, écoutez bien, 700 000 personnes à la fois sur TikTok, Instagram et Facebook. C'est pas mal. Mais ce que vous dites, en fait, c'est que je ne suis pas invité demain soir, c'est ça? Et oui, on vous a cherché, on vous a pas trouvé. Absolument. Mais justement, on a une question. Est-ce qu'il y a des émissions dans lesquelles aujourd'hui vous êtes blacklisté ou jamais invité? Lesquelles, par exemple?
j'ai pas envie d'en citer. Mais chez Quotidien, par exemple, ou c'est à chez vous, Quotidien, ou... non, mais moi, je regarde Quotidien. Ouais. Si vous voulez, moi le soir... Mais vous n'avez jamais été invité? Non, jamais. Alors que chez Cyril, vous pouvez y aller sans problème. Oui, mais alors c'est un tout petit peu différent, parce que donc, il y a une espèce de proximité avec Cyril, peut-être dû à cette première fois. Oui, bien sûr. Je crois qu'il m'aime bien, il sait que moi je l'aime bien en tout cas, indépendamment de nos... Bon. Chez Quotidien, je ne connais pas l'équipe, c'est vrai, mais je n'avais pas une actualité brûlante non plus qui aurait justifié qu'il m'invite. Là, peut-être qu'il pourrait m'inviter. Moi, Yann Barthès, je le trouve... plutôt, c'est pas mal ce qu'il fait. Moi, ça m'intéresse. Mais il y a des émissions auxquelles vous sentez c'est à vous aussi. Elisabeth Lemoine. Je pourrais d'autant plus y aller. Mais vous les avez ou pas? Est-ce que Mathieu, votre attaché de presse, sait quelles émissions ne vous veulent pas? Mathieu les a contactés. Nous sommes en attente d'un certain nombre de réponses. Je veux juste dire que chez Anne-Elisabeth Lemoine, il y a Pierre Lescure. Et Pierre Lescure, pour moi, c'est fondamental, puisque c'est lui. C'est surtout lui qui me choisit. Qui vous embauche. Donc il y aurait de quoi pour Star Quiz. Parler un petit peu, je pense. Absolument. Fini, Sarah? Les news médias sont terminés pour aujourd'hui. On passe tout de suite au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Philippe Rizzoli. Dites bien à mon fils que je l'aime, c'est le titre, Philippe, de votre autobiographie, qu'on voit à l'écran, paru aux éditions L'Archipel, un livre dans lequel vous racontez votre histoire, votre vie en fait, vos joies, vos peines, vos succès, vos échecs, la mort de vos parents. Et ce qui est étonnant, c'est que vous les racontez d'une façon à la fois légère et en même temps touchante et forte. Pourquoi avoir écrit ce livre si personnel à ce moment-là de votre vie? Est-ce que c'est justement ce cap des 70 ans dont on parlait? Est-ce que c'est un moment de faire le point ou c'est... Oui, c'est peut-être un moment de faire le point, mais c'est pas ça, sans aucun rapport avec mon âge. Mais en fait, c'est un rapport effectivement avec ma famille et en l'occurrence avec mon père. J'avais commencé à écrire ce livre avant sa disparition parce que mon père, les dernières années de sa vie, a commencé à se confier à moi et à me raconter, notamment dans des trajets en voiture qu'on faisait entre chez lui et chez moi quand j'allais le chercher, à me raconter surtout son enfance de fils. Il n'avait jamais fait avant, c'est ça? Jamais. Ouais. On n'avait jamais parlé, jamais. S'il n'y avait pas eu ce nom Rizzoli à consonance italienne, j'aurais même pas pu vous dire que j'étais d'origine italienne. Fils d'immigrés italiens, oui. Pas dire, à la fin de sa vie, il parlait même plus italien, c'est pour vous dire. Ouais. Alors que jusqu'à l'âge de 10 ans, c'était quand même sa langue maternelle. Et il s'est mis à me raconter la guerre, pourquoi et comment mon grand-père avait quitté l'Italie en s'insurgeant contre l'extrême droite, et notamment les chemises noires à l'époque Mussolini, comment lui, il avait rejoint son statut de rital immigré en France, dans le Paris occupé par les Allemands. Donc il s'est mis à me raconter tout ça jusqu'à la rencontre avec ma mère, et je trouvais ça passionnant. Et je lui dis, je vais écrire un livre. Alors le nom de code à l'époque, j'avais appelé ça Le Dernier Témoin. Pourquoi? Parce que c'était la dernière personne à m'avoir connu enfant et à être encore vivant. C'est-à-dire que maintenant, ma famille, c'est ma femme, sont mes enfants, sont pas des gens qui ont... Votre maman était partie quelques années avant. Oui. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et puis comme j'avais pas assez d'éléments vraiment, parce qu'il malheureusement, il est parti un peu trop tôt, il m'en a pas assez dit, ou il s'est révélé trop tard, je me suis dit, je vais prendre le problème à l'envers, puisqu'on me l'avait demandé à plusieurs reprises, je vais me raconter, mais alors en rendant hommage à ma famille, donc à travers cette famille, mes oncles, mes tantes, les plus proches, mon père, ma mère, ma grand-mère, avec qui je vivais également. Ça ne se fait plus, mais il y a encore quelques années, on vivait avec les grands-parents, etc. Et donc, et en filigrane, parler de cette passion pour la radio qui me tient depuis toujours et pour la télévision, évidemment. Et alors, votre livre s'ouvre sur la mort de votre papa. C'était en 2021. Oui, il luttait, c'est assez récent. Il luttait contre la plèvre. Voilà, et vous l'avez accompagné jusqu'au bout. Et d'ailleurs, le titre du livre lui revient, puisque oui, là, c'est une scène, c'est une scène terrible parce que, si vous voulez, mon père qui a toujours été un rock, il n'a jamais été malade de sa vie. Il apprend un jour qu'il a un cancer de la plèvre dû à l'amiante, alors qu'a priori, il n'a jamais été en contact avec de l'amiante. Là, on est vraiment les dernières semaines et il me répète, mais vraiment sans cesse, je veux partir. Pourquoi il me laisse pas partir? Je veux partir parce qu'il sent qu'il souffrait beaucoup. Ah ben, il souffrait parce que ça comprime. Bien sûr, la plèvre. Vous savez, imaginez que vous ne puissiez plus respirer. Donc c'est vraiment, vraiment catastrophique. Donc il me répétait ça. Puis est arrivé un jour, le 15 juillet 2021, je vais le voir, là, il est dans son lit, il est à moitié endormi, parce qu'on le shootait un peu, évidemment, pour l'apaiser quand même. En soins palliatifs, c'est ça? Voilà, en soins palliatifs. Et là, il se rend très bien compte, parce qu'il a toute sa tête, il se rend très bien compte de ce qui se passe. Et là, il a cette phrase terrible, je m'approche. C'était quelqu'un de caractère, mon père. Il cognait le poing sur la table, le pater familias.
Et tout d'un coup, il me fait comme ça, mais vraiment brutalement. Je comprends pas bien ce qu'il veut dire. Et là, il me susurre, parce qu'il a du mal à parler. Il me dit, va-t'en, je ne veux pas que tu me vois mourir. Ah, je peux vous dire, c'est dur, hein, c'est dur. Alors je lui dis, mais non, bon, va-t'en, je ne veux pas que tu me... Et là, l'infirmière me demande de sortir. Alors je reste sur le pas de la porte pendant au moins 10 minutes, je le regarde. On se regarde, il me fait un clin d'œil, j'ai les larmes aux yeux. Ben, je les aurais presque là maintenant. Et là, il s'en va. Je m'en vais, pardon. Lui, il reste, mais moi, je m'en vais. Et le lendemain, l'infirmière m'appelle, me dit, votre papa est parti apaisé. Et avant de partir, il a dit, dites bien à mon fils que je l'aime. Voilà. Vous auriez aimé qu'ils vous le disent de vive voix, en face, Philippe, ça? Non, c'est beau comme ça, c'est beau de me dire il le pensait. C'était pas le genre à me le dire, mais je le savais. De toute façon, il n'y avait pas besoin de le dire. Non, il n'y avait pas besoin de le dire. Et le fait qu'il se dise bien, vous savez, ça veut dire que peut-être qu'il se disait que je doutais de ça. Sinon, il n'aurait pas dit bien à mon fils que je l'aime. Donc je me suis dit, c'est un titre absolument magnifique. Et je pense que, moi, vous voyez, je suis ému en vous en parlant. Pourtant, maintenant, ça fait 2 ans. Mais je pense que beaucoup de lecteurs, dans tous les gens que j'ai rencontrés, des professionnels pour l'instant, il y en a beaucoup qui sont émus par ce titre, mais parce que eux, ça leur rappelle le même type de scène. Parce qu'on a tous des gens un peu souffrants autour de soi. Et vous parlez évidemment de votre enfance, de fils, de petits-fils, d'immigrés italiens, notamment la sévérité étonnante, la fermeté de votre éducation. Il fallait filer droit, comme vous dites. Il y a toujours eu des tensions avec votre papa dans la vie, jusqu'à ce qu'il s'ouvre un peu, comme vous nous l'avez expliqué. C'est ça, oui. Autant avec ma mère, on ne faisait qu'un. On se regardait, on se comprenait, on s'adorait. Enfin, c'était une vraie passion. Avec mon père, c'était plus compliqué, parce que c'était quelqu'un de rugueux, c'était quelqu'un qui était droit. Enfin, ça ne veut pas dire que je ne suis pas droit, mais qui bon, il fallait suivre les règles. Si jamais vous rouliez trop vite sur une route, vous voyez, le dernier message sur la fin de sa vie, alors que je l'emmène pour se faire un vaccin contre la Covid. Lui, il est obsédé par le fait qu'il trouve que je roule trop vite et qu'il m'intime l'ordre de respecter le... Il m'a toujours parlé comme un gamin. Donc voilà, donc c'est l'époque où on vous dit tu la vois celle-là, vous n'avez même pas le temps de répondre que vous la prenez. Je veux dire, la même chose aujourd'hui, ça serait mal perçu. Mais ça faisait partie, ça se passait comme ça. Et lui, c'est l'enfance qu'il avait eue. Ça n'empêche qu'après, alors avec mes enfants à moi, alors là, il a été un grand-père, mais archi génial. Et vous voyez, on termine. Papa gâteau. Voilà, papa gâteau. Et on termine sur cette phrase. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas fighté en permanence avec mon père. Bien sûr. Mais c'était moins facile dans les rapports. Et vous parlez évidemment de vos débuts aussi à la radio, sur Radio Andorre, puis sur Sud Radio. Sur Sud Radio. On vous a connu sous le nom de Jean-Patrick Risoli. Et ça, il faut que vous racontiez l'anecdote. C'est un détail, effectivement. Il y a des pseudos plus sexy que Jean-Patrick, quand même. Non, mais c'est pas... Oui, mais vous allez comprendre. D'abord, c'était pas un pseudo. D'abord, on est le 2 juillet 1980. Il faut se remettre, il faut faire ses retours. En 80. Voilà, en 80. Donc, on n'en était pas encore au Léo et compagnie. Au Kevin et compagnie. Voilà, je dis Léo parce que c'est mon petit-fils, Léo. Si, regarde, salut Léo, il a 2 ans et demi. Donc, il se trouve qu'il y avait un Philippe sur l'antenne de Sud Radio, et on me dit, c'est pas possible, il ne peut pas y en avoir 2, donc tu vas changer de prénom. Je dis, non, je ne change pas de prénom, tu changes de prénom. Et j'essayais de retarder long, je me disais, je vais arriver à l'antenne, et tchac, je vais les avoir, je vais leur dire que je m'appelle Philippe Risoli. Et l'animateur qui me passait le micro me dit, alors, on t'appelle comment? Et là, j'ai été pris de court, et il passait un titre de Jean-Patrick Capdevielle. Vous savez, quand t'es dans le désert... Bah oui, j'ai un gros tube des années 80. Énorme tube. J'ai dit, je pense que oui. Jean-Patrick Capdevielle. Appelle-moi Jean-Patrick. Donc pendant 2 ans, tout le monde m'a appelé Jean-Patrick. Désirless à la radio, c'était Désirless. Appelle-moi Désirless. Alors, Philippe, pardon. La télé, ça débute en 86 à Canal+, là où vous faites un nom. Voilà, Star Quiz, mais l'explosion, c'est vraiment les années 90. Donc vous ne parlez pas dans le livre, ce sera pour un 2e tome. Sûr, oui. Géopardy, Le Millionnaire, Le Juste Prix, vous faites même Interville avec Guy Lux en 91. Puis les grands shows, Succès fou, exactement. SVP Comédie. Il y a tellement de choses assez incroyables qu'en fait, j'ai envie de demander, parce qu'en bien ou en moins bien, le meilleur souvenir que vous avez de ces années-là, des années 90, exceptionnelles de TF1. Juste pratiquement le meilleur souvenir d'émission, vous ne l'avez pas cité parce qu'elle est juste avant TF1, c'est sur Canal, et c'est un talk show lorsque j'ai succédé à Philippe Gildas, un talk show qui s'appelait Direct, où je recevais, comme vous le faites, j'avais des chroniqueurs, Alexandre Jardin, Jean-Pierre Coff, etc. Et c'est vraiment, ça c'est mon ADN. Donc c'est mon émission préférée. Et dans les jeux
Lequel vous a laissé le meilleur? C'est Jeopardy. Ouais. C'est Jeopardy, c'est pareil. C'est trop vite, qui existe toujours aux États-Unis depuis 30 ans, qui est un jeu culte là-bas. C'est plus l'animateur mythique que j'avais rencontré, qui s'appelait Alex Trebek, et qui est décédé il y a quelques temps. Mais le jeu est toujours décédé là, il y a 15 jours, à 99 ans. Bob Barker, qui était animateur mythique, une star aux États-Unis. Lui, c'était Price is Right, donc je l'avais rencontré aussi à Los Angeles. Donc Jeopardy. Alors, je vais être très honnête, un jour, je pense qu'il me l'a dit avec humour, mais Étienne Boujotte m'a dit, mais dis donc, ce jeu Jeopardy, qui veut dire vous êtes en danger, c'est les panneaux de danger aux États-Unis. Parce qu'on est sur le qui-vive, ça va vite, c'est de la culture générale. Puis avoir cette mécanique, je donne la réponse, il faut trouver la question. Il faut donner la question, exactement. Voilà, il faut donner la question. Et il me disait, mais je ne comprends pas, tu ne peux pas poser une question. Et puis on dirait, je pense qu'il faisait de l'humour, évidemment. Mais c'est vrai que ce jeu, moi je trouvais qu'il était en train vraiment de prendre. On ne lui a pas laissé le temps de s'installer, mais c'était peut-être aussi, ça j'aurai l'occasion de le détailler, une façon, pour diverses raisons, de me pousser vers le juste prix. Voilà. Et justement, le ressentiment après la fin du juste prix, vous l'avez toujours gardé, ça a mis fin brutalement, comme ça, d'un coup, à votre carrière télé. Ça a été, non, ça n'a pas mis fin à ma carrière télé, parce que... Non, parce qu'après, il y a eu Gulli, sur lequel vous avez rebondi sur... voilà. Et puis il y a eu La Ferme aussi en 2005. Non, ça c'est pas un bon souvenir non plus, La Ferme. Non, c'est pas un bon... Non. Vous avez mis les meilleurs souvenirs, alors on va parler des moins bons maintenant. Allons-y. Non, mais c'est vrai que j'ai un coup d'arrêt au moment où je quitte TF1, alors que je ne m'y attends pas. Je vais une fois pour toutes ça le détailler dans mon prochain livre, parce que j'ai lu plein de trucs. Il s'attaque à TF1, non, j'aime bien TF1, ça fait partie de ma vie, c'est un bon souvenir, je m'attaque absolument à personne. D'ailleurs, je n'ai jamais ni fait de procès, ni fait des critiques. Quand vous lisez mes propos, il n'y a rien, je dis simplement, quand c'est votre métier, c'est votre passion, imaginez, là, je vous retire ça demain matin, vous n'allez pas rentrer chez vous en sifflotant. Non, vous allez y penser. Néanmoins, je n'étais absolument pas dans le trou. Financièrement, ça se passait à peu près bien pour moi. J'ai une famille très proche avec qui je m'entends bien. J'adore les voyages. J'ai voyagé, j'ai fait de la musique, j'ai fait un tas de trucs. Il n'empêche, évidemment, que ça m'a blessé. C'est en moi, la télévision, la radio. C'est ma passion depuis que je suis né. Donc, alors, on me dit, genre, je vois ça, et il veut revenir. Mais non, je veux pas revenir. Mais si on me propose un projet, mais pourquoi je ne l'examinerai pas? Puisqu'on n'arrête pas dans la rue de m'arrêter pour me dire, vous revenez quand? Moi, j'ai l'impression... C'est ça le truc, c'est qu'on vous dit, il n'y a plus de projet pour toi, il n'y a plus rien qui ça, je ne sais pas comment vous savez cette phrase, parce que je l'ai dit. C'est tout. Parce que ça, ce sera la seule confidence que je vous ferai là-dessus, ça a été la phrase d'Étienne Boujotte, le 12 juillet 2001, parce qu'on avait des projets, on avait deux types de projets, soit une variété, mais est arrivée la Starac présentée par Nikos Aliagas, soit une émission caritative, parce qu'un des derniers rendez-vous que j'ai eu avec Étienne, et en se regardant droit dans les yeux, parce que ça allait bien, le juste prix devait s'arrêter, c'était l'arrivée de l'euro, je ne vais pas entrer dans le détail, mais je veux dire, je n'ai pas été ni éjecté, comme je vois souvent, etc. Bon. Et il me pressentait éventuellement pour une émission caritative le dimanche après-midi, parce qu'il me répétait sans cesse, tu es quelqu'un de fédérateur, quand tu te mets à parler, on t'écoute, voilà, les gens vont te suivre, il faut qu'on vienne en aide à des associations. Moi, ça me plaisait. Et ça ne s'est pas fait. Comment? Et ça ne s'est pas fait. Et vous a-t-il dit pour finalement alors, je vais simplement dire, le 12 juillet. Donc, moi, j'en étais là. Et le 12 juillet 2001, j'ai un coup de téléphone. Et le 12 juillet, pour nous, c'est 98, c'est la victoire de l'équipe de France. Pour moi, il y a aussi c'était le 12 juillet 2001. Donc, il m'appelle. On dit, franchement, il a duré longtemps, le coup de téléphone. On a discuté, mais comme des potes. Alors, il m'appelait Grand, toujours. Il me dit, alors, Grand, ça. Je ne vais pas raconter la conversation parce que ça sera dans mon livre. Mot à mot, vous pensez que je m'en souviens. Je dirais simplement la phrase par laquelle on a terminé cet entretien, qui était « Grand, dans l'immédiat, je n'ai pas de projet pour toi ». Et là... Voilà, c'est tout. Ça s'arrête. Donc c'est sûr que comme je ne m'attendais pas complètement à ça, ça fait un choc. Et après, c'est pas évident de rebondir. Il n'y a que 6 chaînes, il n'y a pas la TNT. J'étais tellement marqué par la 1 que c'est difficile d'aller tout de suite sur la 2. Et puis après, le temps passe. Et puis alors là, vous commencez à lire des trucs sur vous, des articles. Oui, il est dans le trou, il est ici, il est à la rama. Et vous vous dites, mais non, de qui il parle là? Voilà, quoi. Donc il y a un enchaînement. Puis après, donc il faut 2-3 années pour
enchaîner, mais je vais arrêter là. Non. Juste, moi, j'ai pas de projet pour vous. Par contre, j'ai une question pour vous. Hier, nous recevions Benjamin Duhamel. J'ai une question, moi je me suis... vous le savez, qui avait une question à vous poser, et vous allez en poser à notre invité suivant, Philippe. Ça va être très intéressant, parce que c'est la génération qui a suivi petit, en tout cas à la télé. On écoute la question que Benjamin Duhamel a à vous poser. D'accord. J'ai une question, moi que je me suis posée en regardant vos émissions, c'est de savoir si, compte tenu de l'aisance que vous aviez, du sens du contact avec les participants au jeu, si vous auriez aimé faire ça, mais avec des politiques ou avec des acteurs de l'actualité. Est-ce qu'une grande émission d'information, ça vous aurait plu? Voilà la question que j'aimerais vous poser. Ah, c'est drôle, j'aime beaucoup cette question. D'abord, je le salue, parce que peut-être qu'il regarde aujourd'hui, et je lui dis que moi, je le suis sur BFM TV lorsqu'il y est, avec plaisir, évidemment. Mais c'est amusant, parce que j'en parlais, non pas à des professionnels, mais avec des intimes, en disant que oui, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé faire ce qu'il fait. Pourquoi? D'abord, j'ai la formation, j'ai fait un doctorat en droit, Paris 2 Assas, j'ai une maîtrise en sciences de l'information et de la communication, j'ai fait un doctorat, etc. Et au départ, alors je ne pensais pas politique, je pensais faire ça sur le cinéma, sur le, vous voyez, un truc de culture générale. Mais plus ça va, plus je m'intéresse à la politique. Il faut faire attention parce que j'ai tendance à être assez... je rentre dedans, quoi, vous voyez. Ah, bien sûr. Alors, si Hanouna fait une émission politique, peut-être qu'il y aura une place si vous lui demandez. C'est trop tard. Une bande, c'est trop tard, mais vous voyez, là, Cyril, sur cette émission, je le regarde avec intérêt. Et le matin, tous les matins, je zappe entre Bruce Toussaint, Pascal Praud. Vraiment, le talk show m'intéresse véritablement. C'est vraiment un truc que j'aime et je suis ravi. Vous voyez, ce que je vous racontais sur Étienne Moujotte, en fait, il est en train de dire, dans des mots différents, un peu la même chose. Voilà, que vous aviez cette aisance-là. On arrive au terme de cette émission. Ça va être à votre tour d'interpeller notre invitée suivante. La caméra est juste en face de vous, Philippe. Elle est ici à droite. C'est Laurie Pester, que vous connaissez, Laurie, puisque vous avez fait l'école des fans sur Gulli avec elle, qui présente une nouvelle émission médicale sur RMC Story, tout autre genre, après la chanson, la danse. Ce que vous avez lui demandé, c'est maintenant, Philippe. Vous regardez la caméra. Je trouve une question. Et oui, pour Laurie. Salut Laurie, moi je suis ravi pour toi. Donc je t'ai connue comme tout le monde, chanteuse. Je te connais également comédienne, je te vois beaucoup dans des séries. Tu es excellente d'ailleurs. D'abord, je t'aime beaucoup, ça c'est une première chose. Mais je découvre un petit peu que tu vas devenir animatrice. C'est-à-dire que tu fais un peu mon chemin, mais à l'envers, quoi. Donc te voilà animatrice. Alors pour parler santé, écoute, la première question, qui est peut-être d'une banalité confondante, et je m'en excuse à l'avance, mais j'ai lu un petit peu dans la presse que tu avais eu quelques petits soucis de santé. Est-ce que c'est à partir de ces soucis de santé qu'on t'a contacté pour animer cette émission, ou est-ce que c'est toi qui as fait une démarche positive pour vraiment entrer dans ce monde de la santé? Ça m'intéresse, et alors j'écouterai ta réponse, puis surtout je vais te regarder à la télé. Je t'embrasse, chère Laurie. Merci Philippe Risoli. On lui transmettra, ce sera dès lundi, vous regarderez la réponse, ce sera lundi à 18h30. Mais je serai là, de l'autre côté, mais je serai là. De notre côté, je rappelle le titre de votre livre, Dites bien à mon fils que je l'aime, c'est aux éditions L'Archipel, un livre vraiment très touchant qu'on recommande à tout le monde, à la fois léger, profond, touchant, drôle, et on apprend surtout beaucoup de choses qu'on ne savait pas sur vous, en tout cas. Et puis on est dans l'univers de la télé. Exactement, ça vous fait de la lecture pour ce week-end. Le Buzz TV reviendra dès lundi, merci Sarah. Excellent week-end à toutes et à tous, et encore merci de votre fidélité. Merci.